Alors, bonsoir à tous. Donc, une nouvelle conférence au sein de la MPN qui sera animée ce soir par le docteur Alexis Payne de Thalassa Marine Research and Environmental Awareness, donc un titre un peu long. Mais donc, cette conférence va porter sur l'effet réserve dans les aires marines protégées de Monaco. L'effet réserve, c'est un élément essentiel des AMP. Donc, les suivis ont été mis en place en 2016 dans l'AMP du Larboto et à l'initiative du professeur Patrice Foncourt. Et désormais, ils sont menés par Alexis, qui récupère 2 fois par an de nombreuses données. Il va vous en expliquer les protocoles. Et surtout, donc, il va vous présenter l'intérêt, la problématique de l'effet réserve, son intérêt, et puis quelques résultats sur Monaco. Voilà, donc Alexis, si tu veux te présenter un peu plus, libre à toi, et puis après faire la conférence comme tu le souhaites. Et merci d'être là. Merci pour l'invitation déjà. Et donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu ce qui se passe comme travaux de recherche dans les aires marines protégées de Monaco, et effectivement sur une problématique très importante qui est cet effet réserve. Donc, je vais d'abord vous faire un petit point sur le type de pression, au point de vue général, qui sont exercées en Méditerranée sur le milieu marin, leurs conséquences directes sur les peuplements de poissons. Ensuite, on abordera la problématique des aires marines protégées comme un outil de gestion efficace contre ces contraintes. La définition de ce qu'est l'effet réserve. Et je finirai par du coup le détail de l'étude sur l'effet réserve des aires marines protégées de Monaco. Donc pour commencer, hop, une petite problématique sur la mer Méditerranée, qui est une mer sous pression. Donc globalement, les écosystèmes marins en Méditerranée ou de par le monde subissent des pressions croissantes exercées par différentes activités anthropiques. Donc, que ce soit l'aquaculture, le développement côtier. Donc, ici, vous avez différents exemples de pressions qui peuvent s'exercer sur le milieu marin. Donc, on dénote la pêche, l'aquaculture, la pollution, qui est notamment due aux eaux de ruissellement issues de l'agriculture, les pertes et la dégradation de l'habitat ou l'invasion par certaines espèces qui exercent des contraintes sur les écosystèmes marins et également océaniques. Donc, la mer Méditerranée est une mer un peu particulière. Donc, elle est un lieu unique de diversité biologique. Elle habite entre 8 et 9% de la biodiversité mondiale, alors qu'elle ne représente qu'à peine 1% de la surface des océans. Donc, parmi ces 8 à 9% de biodiversité mondiale, on dénote entre 20 et 30% d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne retrouve qu'en mer Méditerranée. Donc, les eaux méditerranéennes sont exceptionnellement riches. C'est un bassin qui est aussi semi-fermé, qui est la première destination touristique au monde et qui compte malheureusement un hotspot de réchauffement climatique. C'est la mer qui se réchauffe le plus au monde. Elle présente également des taux de pollution bien supérieurs aux autres océans. Donc, malgré le fait que ce soit un écosystème très diversifié et très riche, c'est aussi un écosystème qui est très menacé. Donc, on a parlé du réchauffement climatique qui rend les organismes de plus en plus vulnérables aux perturbations. Il y a aussi l'artificialisation du littoral qui détériore les petits fonds rocheux qui sont des habitats essentiels de multiples espèces. La pression touristique est de plus en plus croissante et le développement de la pêche moderne, ça c'est un paramètre très important qui permet de répondre en fait aux demandes de plus en plus grandes. Donc, il y a ce type de pêche qui est devenu de plus en plus technique et technologique et qui surexploite les ressources marines et qui entraîne une diminution inquiétante des stocks de poissons. Donc, pour aller un peu plus dans le détail sur les effets de la pêche sur les peuplements de poissons, donc on sait que les espèces privilégiées, ce sont des espèces qu'on appelle de haut niveau trophique. Donc, généralement, ce sont des carnivores. Donc, pour petit rappel, le niveau trophique il est déterminé par des études du régime alimentaire, le fameux qui mange qui. Il situe en fait la position d'un organisme dans un réseau trophique. Donc ici, sur l'image, vous avez tout en haut ce qu'on appelle les prédateurs, donc les espèces de haut niveau trophique comme le requin ou les thonidés. Et tout en bas, vous avez les espèces primaires. Donc, il
font de la production primaire, donc tout ce qui est algues et plantes marines. Et à toutes ces espèces, on va leur affilier un numéro. Donc pour les algues et les plantes marines, qui sont les espèces productives de producteurs primaires, on va leur assimiler la note de 1, par exemple, et jusqu'à des niveaux de 4, voire même un peu au-delà de 4, pour ce qu'on appelait avant les top prédateurs. Et donc, les espèces privilégiées par la pêche, ce sont forcément des espèces de haut niveau trophique qui sont ciblées pour la qualité de leur chair et aussi pour leur valeur commerciale. Donc, au fur et à mesure du temps et de l'effort de pêche grandissant, on peut observer une diminution du niveau trophique moyen. C'est-à-dire qu'on va supprimer toute une partie de la chaîne alimentaire, de la partie haute, et donc le besoin en poisson perdurant, les pêcheurs vont changer de cible et choisir des espèces au niveau trophique inférieur, et ainsi de suite au fur et à mesure du temps. Et donc, une des conséquences de cette, on va dire, une perturbation, a été conceptualisé par Christensen et Pauly dans une théorie qu'ils ont appelée la théorie de la diminution du niveau trophique moyen. Donc, ils se sont rendus compte justement de ce changement et ils ont déterminé que ça pouvait être un indice de biodiversité des grands poissons intéressant pour rendre compte de la qualité des assemblages de poissons. Donc ça, c'est pour la partie extraction mécanique où le pêcheur vient prélever des espèces cibles. Et en plus de ces contraintes mécaniques, les peuplements de poissons doivent faire face à des contraintes aussi biologiques, puisqu'il y a certaines espèces, notamment les espèces qui sont ciblées par la pêche, qui changent de sexe au cours de leur vie. On appelle ça des espèces hermaphrodites. Donc elles sont soit hétérogynes, quand elles commencent par être des espèces femelles pour devenir mâles, ou protandres, quand elles commencent à être mâles, et au fur et à mesure de leur vie, à un moment donné, elles vont évoluer en femelles. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le mérou, qui est assez connu. Donc, en fait, tous les individus qui sont juvéniles sont des femelles. Et vers l'âge de 10 à 14 ans, il va y avoir un changement de sexe. Donc, ça correspond à peu près à 60-70 cm pour que les individus très grands soient au final que des mâles. Donc, c'est aussi le cas pour la girelle, qui aux alentours de 4 ans, donc quand elle mesure à peu près 15 cm, va changer de sexe. Et c'est aussi le cas pour la majorité des sards qu'on trouve habituellement le long du littoral. Donc, il y a le sard commun qui est ici. Lui, il changera de sexe aux alentours de 5 ans, donc quand il mesure à peu près 15 cm. Ici, vous avez la dorade royale, qui, elle, changera de sexe aux alentours de ses 3 ans. Donc, elle mesurera entre 30 et 40 cm. Et tous les autres sards, que ce soit le sard tambour, le sard à tête noire, le sard à museau pointu, le sparieux. Donc, pour bien comprendre, si les pêcheurs ne prélèvent, par exemple, chez la girelle, que des individus supérieurs à 15 cm, tous les grands individus, inexorablement, il va y avoir un déséquilibre du sexe ratio. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de femelles parce qu'il y a de mâles ou inversement pour les autres espèces. Et donc, ce déséquilibre va entraîner une mauvaise reproduction d'espèces. Donc, en plus de l'extraction que le pêcheur fait, la distillation du réseau trophique, il y a aussi ce déséquilibre qui se crée au niveau de la reproduction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les poissons, au plus le poisson est gros, au plus il va émettre d'œufs, au plus il va produire de juvéniles. Donc, ça aussi met en péril certaines espèces. Donc, le risque, c'est donc de modifier la structure du réseau trophique et de rendre vulnérables les écosystèmes marins aux pressions naturelles anthropiques. Parce qu'un réseau trophique dense et structuré sera plus à même de lutter contre les différentes perturbations ou les agressions auxquelles il doit faire face. Donc, pour remédier à ce souci, il existe un outil de gestion qui est relativement puissant et qui est adopté maintenant mondialement. Il s'agit des aires marines protégées. Donc, d'un point de vue de définition, elle désigne les parties du littoral ou de la mer où les activités humaines, notamment la pêche, sont restreintes ou interdites. Et ce, pour atteindre des objectifs de conservation spécifiques. L'objectif principal, c'est de protéger
et de préserver les espèces et les écosystèmes. En gros, préserver la biodiversité marine. Il existe en Méditerranée et même de par le monde énormément d'aires marines protégées qui sont différentes. Et ça commence d'abord par le statut juridique. Donc, il existe des parcs nationaux, comme le parc national de Porquerolles ou le parc national des Calanques, qui possèdent différents objectifs qui sont spécifiques, la protection de la faune et de la flore, une mission d'éducation à l'environnement et l'organisation et la gestion des activités socio-économiques. C'est-à-dire que dans les parcs nationaux, ce n'est pas des environnements qui sont fermés, mais qui sont en lien avec les activités socio-économiques. Donc, ce n'est pas des choses qui sont fermées comme le sont, par exemple, les réserves naturelles, qui, elles, ont pour objectif la protection et la préservation de la faune et de la flore, et également la reconstitution des populations et de leur habitat, en mettant en place des restrictions beaucoup plus fortes. Il existe aussi des cantonnements de pêche, des zones Natura 2000, des sanctuaires comme le sanctuaire Pélagos, des zones du conservatoire du littoral. Donc, chacune a ses spécificités à ses réglementations. Autre facteur important pour les aires marines protégées, il y a aussi des niveaux de protection qui sont différents. Donc, il y a des aires marines protégées qui ne tolèrent aucun prélèvement. C'est le cas des réserves et notamment de la réserve du Larvoto. Et à l'opposé, il y a des aires marines protégées qui acceptent pratiquement tout type d'extraction. Ensuite, il y a des aires marines protégées qui sont extrêmement bien gérées et surveillées, qui ont un plan de gestion opérationnel. Et puis, il y a d'autres aires marines protégées qui n'ont pas de plan de gestion et qui n'ont pas de surveillance efficace. On appelle généralement ça des aires marines de papier. C'est-à-dire que c'est un vide, elles sont formées juridiquement, mais derrière, il n'y a aucune application sur le terrain. Ensuite, il y a aussi des aires marines protégées qui ont beaucoup de moyens financiers, d'autres qui en ont moins, avec des moyens humains, d'autres qui en ont moins. Donc, au final, il y a une multitude d'aires marines protégées qui ont des efficacités variables. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des facteurs clés qui permettent aux aires marines protégées d'atteindre leurs objectifs de conservation. Et notamment, le niveau de protection élevé, la surveillance réelle, et la gestion efficace. Donc ça, ce sont les facteurs clés qui permettent aux ANLP de bien fonctionner. Donc d'un point de vue méditerranéen, Joachim Claudet, en 2020, a fait une espèce d'inventaire des aires marines protégées en Méditerranée, et notamment de leur niveau de protection et les surfaces qu'ils occupent en mer. Donc il s'est rendu compte que globalement, il y avait 6% du bassin méditerranéen qui était sous statut de protection, avec des zones qui étaient parfois des zones de protection intégrale, des zones de protection intermédiaire, des zones qui n'étaient finalement pas protégées, mais qui étaient officiellement protégées. Et donc, il s'est rendu compte que parmi les 6% de zones qui étaient officiellement protégées, il n'y en avait que finalement 0,23% qui possédaient soit une protection forte, soit une protection intégrale. Et seulement 0,06% du bassin méditerranéen qui était sous protection intégrale. Et ce sont ces deux niveaux de protection, intégrale et forte, qui permettent en fait d'obtenir des bénéfices sur l'environnement. Tous les autres niveaux de protection sont inefficaces. Donc, quand on affiche publiquement qu'il y a 6% de la Méditerranée qui est protégée, c'est en partie faux. Elles sont protégées, mais la protection efficace ne représente que 0,23%. En France, on a aussi la même politique, c'est-à-dire qu'on annonce qu'il y a 60% des eaux françaises qui sont protégées. Mais là encore, si on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a seulement 0,1% des eaux françaises qui sont sous protection forte ou intégrale, et donc seulement 0,09% du bassin français qui est sous protection intégrale. À Monaco, c'est la même chose, il y a 99% des eaux monégasques qui sont protégées par l'insertion du territoire dans le sanctuaire Pélagos, mais au final, on a très peu de superficies qui sont protégées. Donc, ces deux facteurs clés de protection, ce sont les seuls qui permettent d'avoir des résultats efficaces d'un point de vue environnemental. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet réserve, c'est-à-dire que les assemblages de poissons
qui vont bénéficier de la protection forte ou protection intégrale des aires marines protégées. Du coup, cette faune ichthyologique de poissons va constituer l'indicateur efficace de l'impact des activités de pêche pour justement quantifier les changements écologiques dans les AMP. Puisqu'on a vu qu'une fois qu'on supprimait l'effort de pêche dans certaines zones, on avait des changements de communauté de poissons. Donc, la réponse du peuplement de poissons à la protection va ainsi être utilisée comme un outil pour évaluer l'efficacité des aires marines protégées. Donc, l'effet réserve se traduit à l'intérieur de la réserve à la fois par plus de poissons, c'est-à-dire une augmentation de l'abondance des poissons, également plus d'espèces avec le retour des prédateurs de haut niveau trophique, que ce soit le mérou, le dentier, le loup, le barracuda, par exemple, qui sont des espèces qui étaient en bout de chaîne alimentaire et qui sont impactées par la surpêche, qui sont les premiers généralement à disparaître. Donc, c'est eux qu'on peut voir réapparaître dans des environnements protégés. Et également des poissons plus gros, puisque les AMP permettent aux poissons de grandir sans risquer d'être capturés. Et donc, ce pool de conséquences fait que dans les aires marines protégées, on observe une vie marine productive et une chaîne alimentaire qui est fonctionnelle. Pour vous expliquer un petit peu l'ampleur de cet effet réserve, Steven Giacomi qui a fait un résumé de toutes les réserves intégrales en Méditerranée et a compilé en fait les données de biomasse. Donc, le biomasse, c'est la quantité de poissons qu'on observe à l'intérieur d'un milieu. Donc, elle s'est rendue compte que dans les aires marines protégées intégrales, donc là où il n'y a aucun prélèvement, on peut voir une augmentation de la biomasse de près de 400% par rapport aux zones qui sont non protégées. Ensuite, en orange, vous avez les réserves partielles, c'est-à-dire des réserves qui sont en partie protégées, mais qui autorisent peut-être certaines formes de pêche ou certaines formes d'activité. Et là, on voit aussi également une augmentation de 140% de la biomasse. Donc, c'est aussi le cas, en moindre mesure, mais de la densité. La densité, c'est le nombre de poissons qu'on peut observer dans le milieu. Ensuite, il y avait un autre résumé sur justement toujours la biomasse de poissons qu'on peut observer, cette fois-ci en regardant si les AMP étaient surveillés, peu surveillés ou sur les sites non protégés. Et on s'est rendu compte que sur les sites non protégés, il y avait donc assez peu de biomasse, donc de poissons, et la zone rouge, ce sont les grands prédateurs, quasiment absents dans les zones non protégées. Dans les aires marines protégées, ici, peu ou pas surveillées, on a peut-être une légère augmentation de la biomasse et des grands prédateurs, mais on voit que l'effort n'est pas suffisant pour obtenir quelque chose de significatif. Alors que dans les AMP bien surveillés, on observe une augmentation de 300% de la biomasse globale, ainsi que l'augmentation des grands prédateurs. Donc tout ça pour dire que le fait qu'une aire marine protégée soit bien protégée est un facteur clé de réussite. Ensuite, il y a donc comme ce que nous avons fait à Monaco, d'autres aires marines protégées font des suivis de leur peuplement de poissons, notamment ici en Italie par le professeur Guglietti, qui a suivi l'aire marine protégée de Torre Guaceto, qui a été créée, je crois, dans les fins des années 90, entre 2005 et 2008. Donc, ils ont mesuré à l'intérieur de l'aire marine protégée et à l'extérieur de l'aire marine protégée. Ils ont réalisé des captures. Ce sont en fait des pêcheurs professionnels qui sont allés pêcher à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve. Ils ont récupéré toutes leurs prises et ils en ont estimé la quantité de poissons qu'ils pouvaient en retirer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve. Et en 2005, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur de la réserve, les pêcheurs capturaient beaucoup plus de poissons qu'à l'extérieur. Ils ont poursuivi le suivi et en 2008, le dernier suivi de la publication, il y avait une augmentation de 150% de la biomasse à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc là encore, l'effet réserve est significatif. Une autre aire marine protégée, Tavolara, là encore, il y a différents niveaux de protection dans cette aire marine protégée. La zone intégrale, c'est la barre A, et d'autres zones intermédiaires de protection et la zone extérieure. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a que la zone intégrale qui
qui permet une augmentation significative de la biomasse. Donc, à la fois la surveillance et à la fois le fort niveau de protection permettent d'observer justement cet effet réserve. Et au-delà de l'effet réserve, il y a ce qu'on appelle aussi l'effet de débordement ou spillover. Donc, une fois que l'AMP fonctionne très bien, que l'effet réserve est significatif, donc avec une forte densité, une forte biomasse, parfois une forte diversité de poissons, il y a ensuite des adultes qui vont petit à petit dépasser les frontières de l'aire marine protégée et aller sur des zones adjacentes. Donc, ce soit les adultes ou bien les larves ou les œufs des poissons qui se reproduisent à l'intérieur de l'aire marine protégée et qui vont se disséminer à l'extérieur. Donc, l'aire marine protégée a aussi des effets positifs au-delà de ces frontières, puisqu'elle permet justement de bénéficier aux zones adjacentes, mais également de bénéficier pour les humains en contribuant au maintien des pêches artisanales qui sont des pêches responsables. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus cet effet de débordement, ici, sur ce graphique-là, vous avez la distance parcourue par les individus adultes. Donc, le mérou, on sait que c'est une espèce assez sédentaire. Donc, lui, il ne s'éloigne pas plus de son site au-delà du kilomètre. Le sar à tête noire, lui, par contre, il peut aller jusqu'à 100 km. Donc, on peut imaginer que dans la marine protégée, s'il y a suffisamment de sar à tête noire qui se sent un peu à l'étroit, il peut facilement sortir et donc aller coloniser d'autres, ensemencer en quelque sorte le milieu adjacent. Pour les langoustes, c'est pareil. Elles peuvent aller jusqu'à 100 km de leur distance. Donc, outre les adultes, il y a aussi les larves. C'est peut-être le plus important parce que les larves du mérou, par exemple, elles peuvent dépasser les 100 km. Avec les courants, toutes les larves de poissons et des crustacés ou autres peuvent se disséminer à une très très grande distance. Donc ça aussi, c'est très important. Et pour la dissémination, on sait qu'au plus le poisson est grand, ici vous avez un loup par exemple, celui-là c'est un loup de 40 cm et il produit à peu près 230 juvéniles. Un loup de 60, c'est 1,3 million et un loup de 80 cm, c'est 3,3 millions. En gros, au plus le poisson est grand, au plus il va produire d'œufs et de juvéniles. Donc, tout l'intérêt des aires marines protégées, c'est de laisser grandir leurs poissons pour qu'ils puissent ensuite ensemencer l'extérieur des réserves et bénéficier à tout le monde. Donc ça, c'est un point aussi très important du fonctionnement des aires marines protégées et des bénéfices qu'ils peuvent produire. Donc ensuite, on va vous expliquer ici comment on mesure cet effet réserve. Donc, je vous ai montré des graphiques avec la biomasse de poissons, donc la quantité de poissons, suivies au cours du temps. Donc là, je vais vous expliquer en détail les différentes méthodes qui sont possibles pour définir l'état des peuplements. Donc, je vous ai parlé des pêches expérimentales tout à l'heure. C'est une méthode qui est extractive, c'est-à-dire qu'on autorise les pêcheurs à aller dans les aires marines protégées, à mettre leur filet à l'intérieur, mais également à l'extérieur pour pouvoir comparer. Et puis après, on va mesurer les poissons qui ont été prélevés pour déterminer, avoir des indices sur la quantité de poissons qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur des aires marines protégées. Et une autre méthode existe, qui est cette fois-ci non invasive, et c'est le recensement visuel. C'est ce qui est classiquement utilisé, et c'est ce qui est utilisé dans les aires marines protégées de Monaco. Donc en gros, c'est un plongeur qui va sous l'eau, qui va compter les poissons. Donc là, je vais vous détailler un petit peu plus, du coup, ce protocole-là qui est utilisé pour l'étude de l'effet réserve à Monaco. Donc les recensements visuels, il faut imaginer un plongeur sous l'eau qui va devoir parcourir 25 mètres. Donc, il faut imaginer un long couloir de 25 mètres avec 5 mètres de largeur. Et le plongeur va compter tous les poissons qui sont dans ce couloir ou dans ce tube. Et donc, il y a une superficie d'à peu près 125 mètres carrés qui va être couvert. Et donc, le plongeur va compter les poissons qui sont à l'intérieur, mais pas ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un transect. Et ça va être répété plusieurs fois pour avoir une vision la plus homogène possible de notre milieu marin. Donc, c'est une méthode qui est classiquement utilisée. Et donc là, ici, quelques illustrations pour vous montrer. Donc, en fait, il faut avoir une plaquette, vous l'avez ici, avec un crayon, un dévidoir qui mesure 25 mètres
et que vous allez dérouler derrière vous pendant que vous comptez tous les poissons. Donc, à un rythme, à une vitesse homogène. Ensuite, on va récupérer ce dévidoir. Une fois qu'on a fini les 25 mètres, on le récupère, on se déplace et on recommence un nouveau transect et on réalise ça 6 fois pour avoir un nombre suffisant de réplicas pour pouvoir ensuite faire des analyses statistiques relativement robustes. Donc, durant ces suivis, il va falloir enregistrer différentes variables. Donc, ce sont des variables qui sont abiotiques, donc que ce soit la température, la profondeur, la visibilité, le courant, la date à laquelle on fait le suivi, l'observateur. Tout ça pourra être enregistré pour pouvoir interpréter au mieux les données. Il suffit que sur une journée, on ait de très mauvaises données avec une chute de la biomasse, et puis on se rend compte qu'en fait la visibilité était très mauvaise, qu'il y avait beaucoup de courant, et donc peut-être que ce suivi-là n'était pas représentatif de la globalité. Donc il est important d'avoir ces paramètres abiotiques et également les paramètres biotiques qu'on recherche, c'est-à-dire les espèces, donc toutes les espèces qui ont été rencontrées le long du transect, le nombre de chaque individu, mais également la taille de chaque individu. Donc pour les espèces qui sont grégaires, comme les castagnols, par exemple, ou les bogues, qui sont parfois très nombreux, au-delà de 10 individus, on va passer par des classes d'abondance. C'est-à-dire qu'au-delà de 10, on estime qu'il y a entre 10 et 20 individus, on va compter 15 individus. S'il y a des groupes entre 100 et 200, eh bien, on va compter 150 individus. Le tout, c'est d'avoir la même approximation pour tous les transects qu'on va réaliser et entre les différents sites qu'on veut comparer. Pour ce qui est de la taille des individus, généralement, ce sont des classes de 2 cm. Donc, on va estimer la taille de chaque individu de 2 en 2 cm. Et pour les grands individus, ce sera de 5 en 5 cm. Donc ici, je vous ai schématisé une feuille de comptage qu'on amène sous l'eau. Et donc voilà, on va imaginer qu'on observe 50 castagnols qui font à peu près 8 cm et 20 castagnols qui mesurent 10 cm. Donc, sur notre feuille de comptage, on va inscrire 8 exposant 15, 10 exposant 20, donc, ce qui va nous permettre sous l'eau d'écrire rapidement, puisque du coup, il y a pas mal de choses à observer et des poissons qui bougent, donc il faut trouver une méthode d'écriture rapide. Donc voilà, c'est le genre de code qu'on utilise. Donc ici, vous avez Chromis, c'est le nom latin des castagnols, et en face, vous allez marquer voilà, la taille et le nombre d'individus que vous observez. Et oui, j'ai fait la même chose ici pour les bogues. Donc ici, vous avez 12 exposant 15. Donc vous avez 15 bogues qui mesurent chacune 12 cm et vous avez 2 bogues qui mesurent 14 cm. Et on va faire ça sur toutes les espèces qu'on va rencontrer sur le transect. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ce sont un petit peu des hiéroglyphes, mais on arrive très bien à se relire. Donc ici, vous avez par exemple une feuille de comptage avec les 6 transects, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Vous avez des petits codes pour les espèces et vous avez le code pour déterminer la longueur et la quantité de poissons. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir extraire nos données de densité, de biomasse et de diversité. Donc la densité, ça va être le nombre de poissons total qu'on va observer sur un transect. La biomasse, on va l'obtenir grâce à la taille. Parce que pour chaque poisson, on connaît la relation entre la taille et le poids. Donc, une fois qu'on a la taille, on peut estimer le poids de chaque individu et on va additionner le poids de tous les individus qu'on va observer sur notre transect, qui vont donner la biomasse moyenne au final sur notre site. Et la diversité, ça va être le nombre d'espèces qu'on peut observer. Donc, on a toute notre liste d'espèces, savoir si on en a 10, si on en a 20, si on en a 30. Voilà, ce sont des indicateurs biologiques qui sont très importants pour comprendre l'état de santé du peuplement de poissons. Maintenant, on va passer directement au cas d'étude du larvoto. Donc, le larvoto, c'est pour rappel, une aire marine protégée qui a été créée en 1976 et avec pour but principal, qui mesure 33 hectares, c'est aussi important parce que c'est une petite réserve, et elle a été créée surtout pour protéger l'herbier de Posidonie qui est ici en vert. Donc, la réserve du Larvoto, vous avez ces limites qui sont ici. Donc, au sud, vous avez une zone sableuse avec quelques roches. Ensuite, vous avez toute la partie herbier.
Et vous avez ici des enrochements de la digue du Sporting et également ici des enrochements des digues qui protègent la plage du Larvoto. Donc, vous avez des roches, de l'herbier de Posidonie et du sable bien plus profond. Donc, pour ce suivi, qui a été initié, comme Jacqueline vous l'avait dit, par le professeur Patrice Francourt du laboratoire Ecosi de l'Université de Nice. Donc, il avait initié ce suivi en 2016. Et donc, moi, j'ai pris la suite en 2019. Ce suivi s'intéresse à 2 types d'habitats. Donc, l'herbier de Posidonie, qui est ici, et également les roches artificielles, superficielles, qui sont en fait les digues, donc des enrochements dont je vous ai parlé, autour de la digue du Sporting ou en face de la plage du Larvoto. Il y a 2 profondeurs qui sont étudiées, entre 8 et 12 mètres de profondeur spécifique pour le suivi d'herbier de Posidonie, et entre 3 et 5 mètres spécifiques pour le suivi des roches. Il y a deux niveaux de protection forcément qui sont étudiés. Il y a la zone de non-prélèvement, donc c'est la réserve du Larvoto. Ici, je vous ai schématisé la position des transects de roches. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les enrochements autour de la digue et les enrochements en face de la plage du Larvoto. Et ici, vous avez les différents transects qu'on réalise tous les 2 fois par an au niveau de l'herbier de la plage du Larvoto et ici, l'herbier qui est positionné à l'est du Sporting. Et il nous faut forcément une autre zone pour comparer, donc une zone extérieure qui est cette fois-ci non protégée. Donc, il y a une zone à l'est, à Roquebrune, Cap-Martin et à Menton. Ici, vous avez des sites rocheux sur les 2 digues des ports de Menton, les sites herbiers au niveau de Roquebrune, et plus à l'ouest, à Saint-Jean-Cap-Ferrat et à Beaulieu, de manière identique, vous avez les zones rocheuses des 2 ports, et juste en face, vous avez de Posidonie. Donc, chaque année, on fait 2 suivis, un en juin et un en septembre, et donc ce qui représente en totalité 144 transects qui sont réalisés, et ce qui représente une superficie explorée de 18 000 mètres carrés. Et en temps de plongée, ça correspond à 18 heures de plongée nécessaires pour évaluer l'ensemble de ces sites. Pour ce qui est des résultats maintenant, la réserve du Larvoto, donc là, je vous présente les résultats entre 2016 et septembre 2020, uniquement pour les suivis de l'habitat rocheux qui sont le plus représentatifs par rapport à l'herbier de Posidonie. Donc là, sur cette présentation, je ne présenterai que les résultats sur l'habitat rocheux. Sur la gauche, vous avez le graphique représentant les densités de poissons, donc le nombre de poissons qu'on peut observer, et sur la droite, les biomasses de poissons, c'est-à-dire le poids que représentent les poissons dans notre milieu. Donc, concernant la densité, ici, vous avez les barres bleues qui correspondent aux densités de poissons observées à l'intérieur de la réserve, et les barres grises correspondent aux densités de poissons observées à l'extérieur de la réserve, donc dans les zones qui sont non protégées. Et ce qu'on peut observer, c'est que ce soit entre 2016 et 2020, on obtient des densités de poissons qui sont supérieures aux zones contrôle. Également, pour la biomasse, entre 2017, pour être sûr, et 2020, on a une quantité de poissons qui est largement supérieure par rapport aux zones contrôle. Donc ici, on a des augmentations en 2017 de 447% par rapport aux zones contrôle. Donc ça, c'est des variations annuelles qui sont normales, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un effet réserve qui est observable depuis le début de ce suivi, c'est-à-dire depuis 2016. Donc, on a plus de poissons pour notre schéma de base sur l'effet réserve. Donc, on a plus de poissons. Pardon. Donc, on a plus de poissons. Donc, ça, c'est pour la densité. On a des poissons plus gros globalement. Donc, ça, c'est notre biomasse. Et reste à savoir si on a plus d'espèces, donc le point de vue de la richesse. Donc, pour cela, c'est un autre indicateur qui est utilisé, ce qu'on appelle l'indice de Shannon, qui est un indicateur de biodiversité. Et donc, il est estimé en général entre 1 et 5.
Et on considère qu'entre 1 et 1,5, c'est une biodiversité qui peut être caractérisée comme faible, entre 1,5 et 2,5 comme moyenne, et au-delà de 2,5 comme une biodiversité relativement forte. Donc ici, je vous présente les résultats de cet indice de diversité pour la marine protégée du Larvoto. Donc il est de 1,63, c'était pour les données de juin 2020. Et alors que dans les zones non protégées, il est en fait similaire à 1,64. Pour septembre 2020, c'est relativement la même chose, donc avec un indice de diversité aux alentours de 1,70. Donc, c'est des diversités qui sont relativement similaires, peut-être aussi dû par la présence en fait de ce suivi sur les zones rocheuses qui sont des zones relativement riches au niveau des ports. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, la biodiversité moyenne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves, est considérée comme une biodiversité plutôt moyenne. Ensuite, en 2021, on a inclus la réserve des Spédugues à notre suivi. Donc la réserve des Spédugues, elle a été créée en 86 et elle est extrêmement petite, elle fait moins de 2 hectares et elle a été créée dans le but de protéger le tombant coralligène qui est situé un peu plus profond. Donc c'est une aire marine protégée qui est en fait enclavée un petit peu entre le port Hercule et l'extension en mer. Donc ces dernières années, il a fallu faire face à la fois au réaménagement du port Hercule et à la construction de la contre-jetée et également à la construction de l'extension en mer. Donc voilà, il a fallu attendre que tous les chantiers se terminent pour pouvoir initier une espèce d'état initial de développement de poissons de cette aire marine protégée des Spédugues. Donc sur la droite, je vous ai représenté les toutes dernières données donc de l'année dernière, de juin et de septembre. Donc juin, c'est le bleu clair et septembre, c'est le bleu foncé. Donc ici, vous avez les données de la digue centrale du Larvoto, donc à l'intérieur de la marine protégée, avec toujours des augmentations en termes de biomasse qui sont de l'ordre de 160 à 300%. Donc on a toujours notre effet réserve, même l'année dernière, donc il perdure. La digue du Sporting également. Et par contre, le tombant des Spédugues, la marine protégée des Spédugues a des niveaux similaires par rapport au site contrôle. Donc c'est quand même, donc malgré les niveaux similaires au site non protégé, et donc l'absence effective d'un effet réserve aux Spédugues, nous avons noté en juin et en septembre la présence de carnivores de grande taille, qui sont généralement limités aux zones protégées. Donc au Spédugues, par exemple, on a observé plus de 50 individus de sars communs, dont certains avaient des tailles supérieures à 20 cm, des choses qu'on ne voit pas normalement dans les zones protégées et qu'on voit normalement dans une aire marine protégée avec des effets réserves significatifs. On a aussi vu des individus, des loups assez grands, donc qui taille variant entre 30 et 40 cm à l'intérieur de la réserve des Spédugues, et également des sars à tête noire, Dipodus vulgaris. Une vingtaine d'individus a été observés, dont 3 de plus de 20 cm. Là aussi, c'était quelque chose qui était assez exceptionnel. Donc, à titre de comparaison, sur l'ensemble des sites contrôle, en général, on a peut-être une dizaine ou une vingtaine de ces espèces-là, alors que là, sur ce suivi-là, on en a une cinquantaine. Et malgré ça, on n'observe pas d'effets réserve significatifs. Si on continue du coup dans l'analyse des données sur l'indice de diversité, on se rend compte également que l'indice de diversité au niveau des aires marines protégées des Spédugues est supérieur à celui des zones non protégées. Toujours entre les aires marines protégées du Larvoto et les zones protégées, on a des niveaux de diversité qui sont similaires, que ce soit pour juin 2021, 1,37 à 1,50, ou en septembre, 1,50 à 1,70, alors que pour la marine protégée des Spédugues, on a un indice de diversité qui est supérieur. Donc ces résultats laissent à penser qu'avec des conditions environnementales plus stables, les indicateurs biologiques des peuplements de poissons pourraient retrouver un certain équilibre par rapport à l'habitat rocheux disponible dans l'aire marine protégée des Spédugues. Et dans les prochaines années,
il est possible que ces indicateurs puissent dépasser les niveaux moyens des zones non protégées pour laisser apparaître un effet réserve significatif. Donc, malgré l'absence d'effet réserve, on a des indices et la diversité et sur la présence de certains individus de grande taille et des carnivores qui nous laissent à penser que dans les futures années, on puisse trouver une population un peuplement de poissons un peu plus équilibré au niveau des spédules. Ensuite, pour finir, comme la plongée dans la réserve est strictement réservée au suivi scientifique, je voulais partager avec vous une illustration des différentes espèces de carnivores qu'on observe généralement lors de chaque suivi sur les enrochements, que ce soit au niveau du sporting ou alors devant la plage du Larmoto. Donc, je vous ai mis une photo des enrochements et j'ai ajouté du coup, les poissons qu'on rencontre généralement. Donc, la première chose qui nous saute aux yeux quand on plonge, c'est la présence de sards. Il y a énormément de sards et surtout les sards communs qui sont sur la gauche ici. Généralement, sur l'ensemble des sites transects qu'on réalise par site, on peut observer entre 70 et 120 individus. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et surtout, ce sont des individus qui peuvent mesurer jusqu'à 35 cm. C'est quelque chose qu'on ne voit que là. C'est-à-dire que les zones non protégées, il est aujourd'hui impossible, quasiment impossible, de voir ces quantités de poissons et surtout la taille de ces poissons. Ensuite, vous avez ici un groupe de sards à tête noire. Là encore, on observe des groupes relativement denses et qui peuvent aller jusqu'à 180 individus sur un site en particulier. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On observe également la présence de dorades royales. On a observé lors d'une campagne 30 individus d'une trentaine de centimètres. C'était quelque chose d'assez spectaculaire. On observe aussi parfois des dentis qui sont, eux, par contre, isolés. Passage d'un ou deux individus adultes. Ensuite, comme autre carnivore, on a la présence parfois de loups qui sont plutôt près de la surface et souvent mélangés avec les bancs de mulets. Et donc, ça peut être, on a observé des loups de 50 à 60 cm donc dans la réserve. Ensuite, on peut observer aussi des barracudas. Donc ça, c'est plus du côté du sporting. La présence d'individus isolés, là aussi, de barracudas de grande taille. Si on est chanceux, on pourrait y voir quelques corbes, mais ils sont plutôt beaucoup plus bas en fait que notre zone d'étude qui est limitée aux 3 à 5 mètres. Mais il est possible d'en voir cachés à l'intérieur des enrochements. Pour ce qui est des mérous, ils sont par contre eux, un peu plus profonds, donc il est assez rare qu'on les voit. Donc on sait qu'ils y sont, parce qu'on a d'autres suivis pour suivre l'état des peuplements de mérous. Mais en tout cas, sur notre effet réserve, on les voit rarement. Ensuite, l'autre paramètre qui est important, c'est le comportement des poissons, puisqu'habituellement, dans les zones non protégées, les carnivores sont assez craintifs et fuient devant les plongeurs. Donc là, sur cette image, je suis au milieu de tous ces poissons, c'est parce qu'en réalité, quand on fait le comptage, on se déplace, on évolue parmi eux, parce qu'en fait, ils ne fuient pas, ils n'ont aucune raison de fuir. Et c'est un signe aussi que la surveillance de cette aire marine protégée est suffisamment efficace pour que le comportement des poissons puisse également changer. Ensuite, pour parfaire un petit peu la vision du peuplement de poissons, j'ai également signalé, même si ce n'est pas un carnivore, la présence d'énormément de sopes. Donc parfois jusqu'à 300 à 500 individus sur la totalité des sites transects qu'on réalise. Donc ça dénote en fait la présence à proximité de l'herbier de Posidonie dans la réserve, mais également la présence assez importante d'algues photophiles qui se développent sur les enrochements et sur lesquels les sopes vont pouvoir se nourrir. Et dans ces algues photophiles, donc les algues des surfaces qui poussent sur les rochers, elles servent également à diverses espèces de labridés, donc que ce soit des girelles, des symphodius ou des labres de grande taille, qui sont assez nombreux et assez diversifiés dans les réserves. Donc voilà un petit peu l'image générale qu'on peut observer sous l'eau dans les réserves de Monaco. Je tenais... Ah oui, et comment améliorer aussi davantage les peuplements de poissons? Donc on a un peuplement qui a un effet réserve
dénote un effet réserve significatif. Mais il y a toujours possibilité d'améliorer ces peuplements. Donc, tout d'abord, ça commence par la mise en application du plan de gestion des aires marines protégées de Monaco qui a été validé en fin d'année 2021 et qui a pour but d'améliorer la conservation et de réduire les pressions sur les aires marines protégées. Donc, dans ce plan de gestion, il y a des dizaines d'actions qui sont à mettre en œuvre justement pour conserver ces aires marines protégées. Donc, parmi ces actions-là, il est noté de limiter, autant que faire se peut, les pressions anthropiques au sein des réserves pour qu'ils aient un développement optimal de leur population. Donc, on entend par là la diminution des pollutions sonores qui peuvent perturber les populations de poissons, le maintien ou l'amélioration des qualités des eaux. Là, ça passe aussi par la sensibilisation des usagers, puisque l'aire marine protégée est inclue dans la ville, à proximité des plages où il y a une assez grande pression touristique. Donc, le tout, c'est d'imaginer les peuplements de poissons, mais également leur habitat et de protéger les habitats qui sont essentiels à leur vie. Donc, parmi les habitats essentiels, il y a l'herbier de Posidonie, qui est dans l'aire marine protégée, également les roches profondes, les roches superficielles et aussi les petits fonds rocheux qui permettront aux jeux bénignes de se développer et de donner des grands poissons qui vont pouvoir soit coloniser l'aire marine protégée, soit s'exporter à l'extérieur. Voilà, je tenais à vous remercier chaleureusement, d'abord toute l'équipe et ainsi que les bénévoles de l'AMPN qui participent à ces suivis de l'effet réserve, à ce suivi des peuplements de poissons. Donc Jacqueline, évidemment, Stéphane Gem, Elisabeth Riera, Camille Devici, Marie-Jeanne Argueil qui a participé également au suivi, et Patricia Ventura. Et une pensée toute particulière à Patrice Franco, qui était à l'origine de tout ce travail et de bien d'autres à Monaco. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bien, Alexis, merci beaucoup pour ton intervention et pour toutes ces informations que tu as pu donner à des gens qui ne sont pas forcément informés du détail de ce qui est fait. Et c'est vrai qu'au final, même si on a de petites réserves, puisque c'est quand même particulier, hein, la MP du Larvoto a une superficie de 2 hectares, de 33 hectares, pardon, et celle d'Espélugue de 2 hectares. Elles sont toutes les deux en ville, donc c'est assez particulier. Et ce qu'on peut dire, c'est que malgré leur petite taille, malgré leur situation en milieu urbain, elles fonctionnent très bien. Et c'est vrai que c'est un exemple que d'autres suivent actuellement, puisque le témoignage de Monaco, même en ville, même avec de petites réserves, ben, tout fonctionne. Donc voilà. Et merci d'être là systématiquement pour ces suivis, parce que c'est justement parce qu'on fait ces suivis que ça valorise nos réserves et que ça montre ben, l'intérêt de continuer l'aventure avec aujourd'hui le plan de gestion. Ouais. Voilà. Vous avez des questions à poser? Oui, moi j'en ai des questions. Alors, j'ai 3 questions. La première, c'était une question peut-être plus biologie, c'est l'intérêt, au tout début, quand tu parlais des espèces, juste l'intérêt d'être protandre ou protogyne pour une espèce. À quoi ça lui sert de démarrer femelle ou mâle par rapport aux autres, non, tu vois. Je sais pas s'il y a eu une question, si on a cherché à savoir pourquoi. Non, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Moi, c'était un fait acté. Je sais que le mérou change de sexe. Je ne me suis pas posé la question pourquoi il mettait en place cette stratégie-là. Enfin, pas lui, mais pourquoi l'évolution de l'espèce a fait que il y a ce changement d'espèce, ce changement de sexe. Ouais, ça m'est Euh, venu comme ça, mais je sais pas s'il y a une raison. je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'était juste comme ça de par curiosité, parce que d'un coup, je me Mais suis je posé la question. chercherai du coup parce que tu éveilles ma curiosité. Deuxième question, c'était comment on expliquait la baisse des prises dans la réserve de Torre Guaceto au fur et à mesure du temps? On voit que au niveau des prix, ça descend. Non, je sais qu'après, il y a des fluctuations annuelles. Je saurais pas te dire. Je saurais pas. Est-ce que ça a été fait à la même période? Enfin, je suppose que oui, mais c'est vrai Je qu'on sais- voit quand même une diminution assez nette. Mm, mm. Donc au début, j'ai cru que c'était parce que peut-être on l'avait réouvert à un certain impact ou
Non, parce ça, que je pense que les prélèvements sont faits sur la même zone, parce qu'à Torre Guaceto, il y a différentes zones comme à Tavolara. Donc, il y a une zone A, une zone B, une zone C, avec des niveaux de protection différents. Non, je ne saurais pas dire. Je sais que d'une année sur l'autre, et nous, on le voit aussi sur les suivis qu'on réalise, on n'a pas les mêmes niveaux de biomasse d'une année sur l'autre. Donc, après, il y a des variations annuelles. Est-ce que la diminution est une diminution expliquée ou je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. ok. Et dernier, c'est concernant l'indice de Shannon, justement. Pareil, genre, comment on peut expliquer que l'indice soit pas finalement très très élevé? Est-ce que c'est dû à la taille qui est pas très grande, de le fait qu'elle soit proche du bord, la réserve qui explique que, Ben, ou c'est quelque chose de normal en fait? au final, les sites rocheux, ce sont les digues au niveau des ports. Donc, et les suivis sont faits entre 3 et 5 mètres. Mais il faut imaginer que sur tous les sites, en fait, la profondeur maximale de la zone rocheuse, c'est 5 mètres. Donc, au final, l'habitat n'est pas très grand. Donc, parce que sur la digue de Monaco, la profondeur est assez faible, pas au Sporting, mais sur la digue centrale. En gros, si vous dépassez les 5 mètres, vous avez sur du sable ou sur l'herbier. Donc, en fait, toutes les espèces sont regroupées dans 5 mètres, 5 premiers mètres de la colonne d'eau dans les enrochements. Donc, il est possible que c'est un habitat un peu particulier. Ce n'est pas une zone rocheuse très ouverte où les espèces peuvent se déplacer assez facilement. Donc, peut-être que le fait que ce soit sur une digue, ça peut limiter la richesse, les richesses spécifiques du milieu. Ok. Ça vient pas aussi du fait que tu vises que les poissons, par exemple, et que du coup, tu n'as pas le temps de faire toute la micro-biodiversité, disons, qui est un peu partout, qui serait peut-être plus Oui, mais je nombreuse. le fais dans les deux cas. Pour les sites contrôle et les sites à l'intérieur de la réserve, j'ai le même protocole. Donc, je note les mêmes catégories de poissons. Ok. Bon, ben, merci du coup. Merci Alexis. J'ai une petite question. Est-ce qu'on sait à quelle distance on devrait placer des aires marines protégées intégrales entre elles pour qu'il y ait en fait un bénéfice de la zone de débordement? Je pense notamment aux pêcheurs, aux pêcheurs locaux, que ce serait appliqué dans d'autres pays. Est-ce qu'on sait par exemple si on pourrait imaginer des petites, je te dis ça comme ça, des petites aires marines protégées intégrales de 10 hectares tous les temps de kilomètres? Est-ce que ça a été étudié et évalué? Ben, l'effet de débordement, il a été étudié justement à Torre Guaceto par Paolo Guidetti et Antonio Di Franco, où ils ont noté en fait le déplacement des SAR. Donc, je crois que c'est le SAR à tête noire, il me semble. Et donc, il y a une exportation jusqu'à 50 km des frontières de la réserve. Donc, ils ont suivi les poissons et ils se sont rendus compte qu'au moins jusqu'à l'effet de débordement pouvait aller jusqu'à 50 km avec les courants, en fonction de différentes espèces concernées. Mais on peut imaginer effectivement que, en tout cas pour cette espèce-là, si on cible cette espèce-là pour produire, en quelque sorte, dans l'aire marine protégée, on peut estimer que c'est quelques dizaines de kilomètres. Tous les dizaines de kilomètres, ce serait effectivement intéressant. D'accord. Donc, ce serait acceptable politiquement s'il y a une volonté politique d'allier à la fois la conservation et puis développer une ressource économique. Enfin, c'est au niveau des États à réfléchir là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant comme élément aussi. Après, autour de Monaco, il y a toute une série d'aires marines protégées dans les Alpes-Maritimes qui sont plus ou moins gérées, on va dire. En fait, les moyens sont relativement limités, donc elles existent, mais ils ne demanderaient que des moyens supplémentaires pour qu'elles soient suffisamment efficaces. Mais la volonté est là, parce que les aires marines protégées, il y en a partout. Le tout, c'est d'y mettre des efforts pour que leur efficacité soit vraie. Ah, bien sûr, j'ai noté au début, tu disais on a uniquement 0,23% des 6% d'aires marines protégées de Méditerranée qui sont surveillées. Ce n'est pas des intégrales, mais il y a une protection forte, j'ai noté tout à l'heure. Oui, 0,20, c'est quasiment rien, sachant qu'au point de vue européen, ils souhaitent mettre en place
à l'horizon 2030, 30% des surfaces terrestres et marines protégées, dont 10% en protection forte. Donc, ils veulent en 2030 passer de 0, je ne sais plus combien à 10%. Ouais. Après, il faut toujours se fixer des objectifs ambitieux. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on nous expose un discours qui n'est pas la réalité. Mais il faut juste pour en revenir aux petites réserves, c'est la raison pour laquelle, avec Patrice, à l'époque, on avait émis l'idée de promouvoir la mise en place d'un réseau de micro-réserves. Alors, on en a une juste à l'est du Larvoto, avec celle de Roquebrune-Martin. Et l'idée, c'était véritablement de fonctionner en réseau. Bon, maintenant, il y a aussi celle de Cap d'Aille qui a été créée l'année dernière pour voir les bénéfices aussi qu'on retire du développement d'aires marines protégées efficacement gérées. Et la notion de efficacement gérée, c'est difficile. Nous, on a une grande chance à Monaco, c'est qu'on a des moyens. On a un appui fort de la part de Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain. Et on a aussi un appui du gouvernement français, puisque tout le monde va dans la même direction. Et surtout, on a des mesures de surveillance qui sont exceptionnelles par rapport à nos voisins, puisqu'on a, nous-mêmes, on surveille la division de police maritime et aéroportuaire, la direction des affaires maritimes, les hôtels, certains qui sont impliqués. Je pense notamment au Monte Carlo Bay Hotel, qui est impliqué dans la surveillance à l'est, là où on ne voit pas, puisque c'est de l'autre côté du Sporting. Et la notion de surveillance est hyper importante, puisque ça, de fait, ça évite les actes de braconnage, les incursions dans la réserve. Et c'est une chance qu'on a et que n'ont pas nos voisins. Je vois par exemple la réserve d'à côté, les mouillages sont interdits, la pêche est interdite, mais rien que pour les mouillages, les bateaux systématiquement mouillent à l'intérieur de la réserve. Donc, alors nous-mêmes, on le leur dit, qu'il faut qu'ils s'éloignent un petit peu de leur site d'ancrage. Mais ils ne sont pas là sur place, pas autant que nous. Il n'y a pas les caméras comme on les a nous. Donc, c'est vrai que nous, on a cette chance-là, par rapport aux autres, d'avoir une multi-surveillance et en plus d'avoir un temps de réaction qui est très court. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on appelle la police maritime en particulier, puisque ce sont eux qui sont là pour répréhender, ils sont là immédiatement. Donc ça, c'est un gros avantage sur d'autres, et notamment sur des réserves distantes, sur des réserves très éloignées, et sur des réserves en plus avec une superficie plus forte que la nôtre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup, Alexis. Je vous remercie. Merci pour ton temps. Alors, attends. Je voyais que tu as envoyé un message. Tu veux que je le lise? Non, c'est quelqu'un qui posait la question sur cette histoire de photogénie chez les mérous. Ok, je n'avais pas suivi le chat. Voilà, c'est juste un rappel qu'effectivement, le mérou, comme d'autres espèces, change de sexe au cours de leur vie. Et le mérou, lui en particulier, il naît femelle pour ensuite devenir mâle vers 10-14 ans. Écoute, Alexis, merci beaucoup pour la présentation et pour ton temps. Je fais un grand plaisir en espérant pouvoir te revoir pour d'autres résultats à l'avenir, parce que ça continue, le suivi, il ne risque pas de s'arrêter. Donc, merci à vous tous, merci d'avoir été présents ce soir-là. Comme je vous l'ai dit, la réunion a été enregistrée, donc vous pouvez la revoir, la rediffuser autour de vous, sur les réseaux sociaux ou autres, peu importe. Faites tourner, au contraire. Il faut qu'on apprenne des choses sur nos aires marines protégées monégasques. Donc, merci encore et belle soirée à tous. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Merci Alexis. Au revoir. Au revoir. Merci Alexis.